Donc bonjour, ici nous sommes réunis aujourd'hui donc pour le webinaire sur la taxe de séjour pour l'année 2020 afin de vous présenter les évolutions réglementaires concernant ce sujet. Donc je vais balayer la présentation. En texte de référence déjà, je vous ai indiqué les deux textes qui présentent ces évolutions. Donc la loi de finances du 28 décembre 2019 avec sa parution le 29 et donc je vous ai mis le lien pour aller télécharger cette loi de finances, et le décret du 16 octobre 2019 également. Cette présentation que je vous fais aujourd'hui, je remercie le Club Ingénierie de notre Fédération Tourisme et Territoire de nous avoir aidés à la préparer. Je rappellerai quand même les fondamentaux. Il faut disposer d'une délibération en bonne et due forme. Alors ça, c'est important parce que soit vous avez été des voyants, mais en l'occurrence, toutes les délibérations d'aujourd'hui ne pourront pas fonctionner pour 2021. Donc vous serez obligés de redélibérer puisqu'il y a des nouvelles catégories, par exemple, et donc ça veut dire que votre délibération ne sera pas en bonne et due forme. Donc ça, je tiens à le souligner. Cette délibération, elle doit comprendre tous les articles nécessaires. Donc vous devez avoir délibéré sur toutes les catégories. Et comme il y a des nouvelles catégories, ça va avoir une influence sur la délibération. Vous devez avoir repris stricto sensu la grille officielle, au risque effectivement de l'avoir déboutée. Vous devez obligatoirement avoir indiqué une période de reversement, et c'est la même pour toutes les natures d'hébergement. Et vous devez avoir déterminé un taux pour les hébergements non classés. Tout ça, il faut que vous preniez donc la prochaine délibération pour qu'elle soit prise avant le 1er octobre. Alors attention, ça change puisque avant c'était le 31 octobre. À partir de 2020, vous devriez avoir libéré avant le 1er octobre, ce qui veut dire que vous devez avoir tout déterminé avant le mois de septembre pour faire donc cette déclaration sur Occitan, puisque vous devez avoir communiqué via Occitan. Donc là, la date est un petit peu plus rallongée pour la saisie sur Occitan, mais elle va être aussi raccourcie, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et bien sûr, elle doit être communiquée aux hébergeurs le plus tôt possible. Les évolutions pour 2020, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc en l'occurrence, il a été clairement établi qu'il n'y aura pas de retour en arrière concernant l'application de ce taux pour les hébergements non classés. Donc il y aura toujours ce pourcentage entre 1% et 5%. Ça, l'État ne veut pas revenir sur cette disposition, donc on va continuer dans ce sens, même si effectivement parfois ça fait un peu bondir certains opérateurs. La saisie obligatoire dans Occitan dont je vous parlais tout à l'heure, elle devra avoir lieu avant le 1er novembre, c'est-à-dire que vous aurez le mois d'octobre pour saisir dans Occitan vos tarifs. Je vous parlerai également de l'évolution de la taxation d'office, puisque avant la collectivité devait prouver les montants réclamés. Aujourd'hui, vous pouvez les estimer. Alors bien sûr, il faudra quand même les justifier, mais vous pouvez partir d'estimation. Et une autre évolution importante qui fait que vous devrez redélibérer, c'est l'ajout de cette 10e nature d'hébergement. Donc des hébergements en attente de classement et ceux en classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées au 1 à 9. Ben, ça, c'est pour, entre guillemets, pouvoir traiter tous les cas particuliers. C'est-à-dire si ce n'est pas un camping, si ce n'est pas un port, si ce n'est pas une auberge de jeunesse, puisqu'il y a une nouvelle nature d'hébergement, etc. En fait, c'est tout ce qui n'est pas dans les 9 autres catégories. Je continue. La création donc aussi de cette nouvelle catégorie d'hébergement dont je vous parlais, les auberges collectives. Donc là, l'État a bien fait une définition très claire que je vous ai mis dans son exhaustivité pour effectivement bien comprendre ce que signifie ce mot d'auberge collective. Grosso modo, ça remplace, enfin c'est pour, je dirais, intégrer alors les auberges de jeunesse, mais aussi les gîtes de groupe ou d'étape, alors les hostels, puisque des fois c'est l'appellation qu'on donne, ou les centres internationaux de séjour. Et donc, il y a une définition très très claire qu'on retrouve sur le site du gouvernement. Donc, cette auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits, ça c'est le mot magique, ce sont des lits à la journée dans des chambres partagées, mais aussi dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. C'est bien sûr une activité lucrative ou non, donc même quand c'est gratuit, et elle est exploitée par une personne physique ou morale de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs, dont au moins un espace de restauration,
Les sanitaires sont communs ou privatifs et elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. Donc des auberges de jeunesse qui effectivement auraient quand même des sanitaires privatifs, hein, comme on voit de temps en temps, des chambres voilà simplement doubles avec rentrent quand même dans cette catégorie-là. Dans l'Oise, des auberges de jeunesse, je ne pense pas qu'on en a, mais par contre, on a bien des gîtes de groupe ou d'étapes, des centres internationaux de séjour, je ne pense pas non plus. Donc peut-être vous, avez-vous des cas, n'hésitez pas. Alors, on me pose une question, est-ce que l'internat d'un lycée est dans cette catégorie? En l'occurrence, dès que vous mettez il faut reprendre les fondamentaux, hein. L'internat d'un lycée, bien évidemment, c'est de façon très temporaire. Faut voir si c'est dans le cadre d'un aspect purement éducatif, par exemple, un échange avec un autre lycée, par exemple. Par contre, si l'internat est utilisé pendant l'été à des fins lucratives parce que vous accueillez pendant 2 mois, je ne sais pas moi, toute une délégation de jeunes Polonais en vacances, je dis n'importe quoi, là effectivement ça rentre sous le fait qu'ils dorment bien. C'est bien marchand, c'est bien en dehors de leur résidence, c'est bien des touristes, et là ça pourrait rentrer effectivement sous cette appellation d'auberge collective puisque ce serait des lits à la journée, etc. Si c'est pour la location alors non, c'est la location pour des extérieurs. Donc oui, ça rentre sous le volet. Dès qu'on a une activité marchande liée à de la location pour des touristes qui viennent séjourner dans ce sens-là. En fait, le lycée n'a plus une vocation éducative, il a une vocation d'hébergement, en l'occurrence là, d'auberge collective. Ensuite, je passe pour tout ce qui est reversement dont je vous parlais. Donc, il y a aussi des modifications. Donc, en fin de compte, cette modification de rythme de reversement, c'est pour les plateformes. Mais si vous ne le précisez pas dans votre délibération, pareil, vous allez avoir peut-être pas des ennuis, mais en l'occurrence, vous n'aurez pas de recours contre ces fameuses plateformes. Donc, reversement 2 fois par an. Au plus tard, le 30 juin, ça veut dire qu'elles vont vous reverser ce qui est donc de l'année d'avant sûrement, et puis jusqu'à je ne sais pas quel mois, et après au plus tard le 31 décembre pour vous reverser la part donc du mois de juin, de l'été, etc. Ce qui est important, c'est des préconisations donc de la Direction générale des finances des collectivités locales, c'est qu'il faut bien rattacher ces sommes versées par ces plateformes à votre collecte ad hoc. Donc les sommes reçues en 2020, mais qui sont issues d'une collecte 2019, sont pour eux à rattacher au budget 2019. Bien évidemment, je ne suis pas spécialiste de cette comptabilité publique, donc je vous encourage à vous rapprocher vous-même de votre propre collectivité ou alors de la direction départementale pour gérer cet aspect de raccrocher les bonnes sommes au bon budget. Attention. Alors, j'ai Marie qui dit attention, je signale qu'il y a des coupures. Bon, je continue. Si vous êtes plusieurs à avoir des coupures, n'hésitez pas. Mais bon, là, je continue. De toute façon, sachez que le PowerPoint va être mis en ligne et donc on pourra aussi rééchanger ensuite par téléphone après le webinaire. Une autre question, nous sommes sur 2 périodes de recouvrement à l'ARC, 30 juin et 31 décembre, avec un délai de versement de 15 jours, soit 15 juillet et 1er juillet, exercice N+1, OK. Alors, ces reversements, alors déjà, c'est pour les plateformes, donc c'est pas votre période de recouvrement vis-à-vis des hébergeurs. Que vous ayez ça, Laurence et Giuliano, il n'y a pas de souci, ça c'est ce que vous allez recouvrer par rapport aux hébergeurs. Là, c'est la période de reversement des plateformes qui vous reversent donc l'argent 2 fois par an. Donc, c'est pas l'idée du recouvrement. Je continue. Évolution pour 2020, la déclaration du logeur est complétée avec l'ajout de la date à laquelle débute le séjour. Donc ça, c'est des petits changements qu'il faudrait faire sur le registre du logeur qui aujourd'hui vous donnait que la durée du séjour. Là, il faut a priori maintenant ajouter cette date à laquelle débute le séjour dans ce registre du logeur. Donc ça, c'est une petite modification. On a aussi une modification
sur la grille des tarifs, mais pour le plafond des palaces, mis à part un, comme nous on a dans l'Oise, on n'est pas concerné, donc je pense que voilà, on note effectivement cette modification du plafond, mais on n'a pas de changement sur les autres tarifs. Concernant le sujet d'avant sur les plateformes, oui, c'est les plateformes de réservation en ligne, les plateformes de paiement et de réservation en ligne. Donc là, pour citer quelques noms de marques, tous les Gîtes de France, les Airbnb, les Booking et autres. On nous annonce une sortie du guide pratique en avril-mai, donc ça c'est toujours utile parce que c'est quand même une référence, donc qui va bien évidemment tenir compte des évolutions dont je vous parle. Il y a un petit point aussi spécifique qui a été fait sur les chambres. Alors, sur les chambres, est-ce qu'on la différence entre chambre d'hôte et chambre chez l'habitant? Ce qui, bien sûr, a des influences sur le montant à leur prendre concernant la taxe de séjour. Donc, le législateur a reprécisé ce qu'était une chambre d'hôte. Donc, il a bien mis une bonne définition, bien complète. Donc, une chambre meublée chez l'habitant pour laquelle toutes les conditions ci-dessous doivent être remplies. Donc, on insiste sur le toutes. Donc, il doit proposer cette chambre la nuitée, le petit déjeuner. Ça doit être chez l'habitant, donc accueil de l'habitant ou d'un représentant. Hein. Il peut y avoir aussi la voisine qui donne les clés. C'est quand même chez l'habitant. Le linge de maison, il doit être fourni, ou en tout cas proposé. C'est pas là, on s'attache pas à savoir si c'est gratuit ou payant. Hein. En tout cas, il est proposé. Un accès à la vie sanitaire, heureusement, et un maximum de 5 chambres et 15 personnes. Sinon, si les conditions citées ci-dessus ne sont pas toutes présentes, cela veut dire que c'est une chambre chez l'habitant. C'est donc pas une chambre d'hôte. Là, c'est quand un propriétaire offre des chambres meublées, mais qui ne correspondent pas aux critères de la chambre d'hôte. Donc, on pense tout de suite à ce jeune étudiant qui a une chambre chez monsieur et madame X et qui, effectivement, s'occupe de son petit-déj et s'occupe de son linge, etc., etc. Donc, voilà, ça, c'était une précision parce qu'ils ne rentrent pas dans la même catégorie. Vous savez que la chambre d'hôte, c'est une catégorie bien particulière. Alors, j'ai bien évidemment la question. Donc, on applique le pourcentage dans ce cas-là. Oui, pour les chambres chez l'habitant, c'est donc des chambres qui sont sans classement, qui ne sont en attente. Donc, là, ils sont sans classement. Ce n'est pas des chambres d'hôtes, donc ils ne font pas partie de cette catégorie qui est, je ne sais plus laquelle numéro. Et donc, c'est cette 10e catégorie aussi où vous avez, alors c'est sans classement, ou toutes celles qui ne sont pas citées, vous savez, du 1 au 9. Donc là, il faudra qu'on étudie un petit peu plus. Effectivement, si c'est le pourcentage, je pense que c'est le pourcentage, oui. Ou si c'est la 10e catégorie que vous devez créer. Et demain, donc voilà, donc ça c'est vraiment, j'insiste beaucoup, puisque toutes vos délibérations seront finalement, alors pas fausses à 100%, mais en tout cas elles seront pas en bonne et due forme. Donc, toutes les collectivités doivent redélibérer, et ce, avant le 1er octobre pour 2021. Donc, pour ça, connaissant un petit peu vos temps de préparation des délibérations, par exemple en communauté de communes, vous devez donc avoir délibéré plutôt fin juin, voire celle, parfois, il y en a qui l'organisent au mois de septembre, mais c'est le dernier carat, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de délibération, vous ne pourrez pas remplir dans Occitan, et là, vous perdez une année complète de taxe de séjour. Ce qui n'est pas marqué dans votre délibération n'est pas recevable. Donc, par exemple, vous n'avez pas créé cette 10e catégorie, vous ne pouvez pas réclamer la taxe de séjour à cette 10e catégorie qui est effectivement inconnue dans votre délibération. Donc, très très important de délibérer dans les délais. Voilà. Donc, c'était pas très long. Je me tiens à disposition là si vous avez encore quelques questions. Alors, comme c'était un webinaire pour des personnes qui ont déjà mis en place la taxe de séjour, je n'ai pas remis la grille, je n'ai pas remis différents éléments. La grille, nous aurons de toute façon pour avril-mai dans le guide pratique, mais je crois que même elle est disponible déjà sur .gouv. La grille stricto sensu qu'il faut reprendre avec cette 10e catégorie à créer, l'auberge collective également,
Et puis, bon, cette histoire de chambre qu'effectivement, il faut vraiment vérifier dans quelle catégorie rentre ce type d'hébergement. Je suis à votre disposition. Est-ce que là, vous avez quelques questions de plus? Après, j'imagine que c'est bien évidemment au cas par cas, chacun dans son secteur. Mais moi, je reste à votre disposition en dehors du webinaire pour répondre à d'éventuelles autres questions. Si vous voulez poser des questions, ben, vous me mettez un petit message. Sinon, si vous voulez que l'on stoppe là ce webinaire, hein, et bon, j'espère quand même qu'il vous a informé des changements. Il y en avait quelques-uns. Je suis à votre écoute. Est-ce que l'on met fin au webinaire ou est-ce qu'il y a encore des questions? J'attends un petit peu. Donc là, on attend. Donc, pour certains, pour Laurence, bah, à bientôt Laurence, à bientôt Juliano, il quitte le webinaire. Bon, je vois que vous mettez des petits mots, je ne sais pas. Bon, je vois que certains me posent des grandes questions. En fait, je ne les vois pas arriver tout de suite. Elodie qui me dit pour moi c'est bon, les questions viendront au moment de la rédaction de la délibération. Oui, à ton service Elodie. Catherine Ayé, merci, bonne fin. Marion, oui, nous n'avons pas encore instauré la taxe de séjour dans le Pays de Valois. Et donc, oui, Marion, je suis à votre disposition. Je peux bien évidemment vous aider de A à Z sur la constitution d'un tel dossier. Et Marie Astrid, faut-il dans Libération préciser les dates de recouvrement pour les plateformes? Non. Non, ça c'est vous devez vous préciser les périodes de reversement de vos hébergeurs. Les dates de recouvrement sont imposées par l'État. Angélique, bah merci, de rien. Bon. Je vous remercie de votre attention et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.